Bonjour, je remercie d'abord déjà les personnes présentes. On va peut-être attendre encore un petit peu de temps avant que l'ensemble des personnes intéressées par ce webinaire puissent se connecter. Mais avant tout, je veux remercier notre participant d'aujourd'hui, notre communicant, Arnaud Scalieres, qui est professeur de gestion des ressources humaines et à l'École des hautes études publiques de l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Je suis d'autant plus attachée à l'accueillir que ça fait partie aussi de notre activité de recherche d'ouvrir, je dirais, au-delà de la France et d'un point de vue international à des sujets qui puissent justement faire penser, réfléchir de manière comparative à la situation française, voire à la situation européenne. Notre invité va nous présenter pendant une quarantaine de minutes un sujet autour de l'organisation du travail et du bien-être, l'éveil des territoires maritimes au Canada. Aujourd'hui, l'animation, la discussion sera animée par une collègue bien connue à l'EHESP, Christelle Routeloup, que je remercie également, et qui va donc prendre le relais au moment des questions et des échanges. Je rappelle aussi que cette session est clairement enregistrée, donc voilà, c'est un point important pour vous et important aussi pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas suivre chacun des épisodes des webinaires peuvent le retrouver sur le YouTube de l'EHESP et qu'au moment des questions-réponses, il y a une sorte de filtre, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas poser vos questions directement, mais vous pouvez par contre utiliser la commande questions et réponses pour communiquer avec les intervenants et poser vos questions. Donc, je rappelle un peu le cadre général. Je laisse tout de suite la parole à notre invitée ou à Christelle si elle souhaite avoir un mot d'introduction. En tout cas, voilà, la séance est ouverte, si j'ose dire. Donc, soit Christelle, soit Arnaud peut, se, peut commencer la présentation. Juste pour remercier Arnaud de s'être joint à nous et puis de dire que cette intervention est riche de plusieurs thématiques, hein, puisque tu vas à la fois traiter la question des nouveaux espaces de travail et intégrer aussi la question du travail en 4 jours. Donc finalement, tu nous amènes deux problématiques de recherche avec une réflexion un peu plus longitudinale que ce que l'on a en France, parce que si en France la question du 4 jours émerge doucement, vous avez un peu plus de recul sur ces travaux en Amérique du Nord. Donc merci à toi Arnaud pour ces éclairages précieux. À tout de suite. Parfait, mais merci infiniment à l'École des hautes études en santé publique et aussi à la direction de la recherche pour l'organisation de ce webinaire, puis bien sûr à Christelle Routeloup pour l'invitation. Donc, est-ce que à l'écran, vous voyez mon support PowerPoint ou est-ce que je dois repartager l'écran? Il faut le repartager, s'il vous Parfait, plaît. excellent. Bon, bah, alors, je vais le repartager de nouveau, c'est pas un problème, il est là. Hop. Voilà, donc là normalement, vous devriez le voir apparaître et maintenant en plein écran. Voilà, est-ce que tout va bien là? C'est le cas? Oui, il est en plein écran, merci. Bon, parfait. Alors, encore une fois, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, je m'appelle Arnaud Scailleret, donc je suis originaire de France, mais j'habite plus la France depuis 2011. Voilà, ça ne me rajeunit pas. Et donc, je suis professeur agrégé en gestion des ressources humaines et aussi en gestion des services de santé à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Je suis aussi directeur scientifique du Centre de recherche sur la ruralité au Nouveau-Brunswick. Voilà, et vice-président de l'ACFAS Acadie, qui est également un organisme qui encourage la relève de la recherche en venant en aide aux apprentis chercheurs, donc aux étudiants notamment. Donc, pour vous situer, mes recherches portent sur l'Est canadien que l'on nomme le Canada atlantique, c'est-à-dire les provinces de Terre-Neuve et Labrador, de l'île du Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse
et le territoire dans lequel je vis, qui est le Nouveau-Brunswick. Vous voyez, donc ici en orange. L'université de Moncton se situe au Nouveau-Brunswick. C'est la seule université en français du territoire. Vous voyez, notre voisin direct, c'est le Québec, et aux États-Unis, le Maine. Voilà, donc mes terrains de recherche portent sur le Canada atlantique et sur ce que moi j'appelle les territoires maritimes, puisqu'effectivement, je mène aussi des recherches au Québec, mais dans la partie du Québec, vous voyez ici, qui longe Terre-Neuve et Labrador et le Nouveau-Brunswick, donc finalement les territoires qui longent l'océan Atlantique, hein, voilà, eh bien, du Nouveau-Brunswick, si on va tout droit, on se retrouve à Brest. Donc finalement, nous sommes voisins. Donc, mes recherches portent sur ces territoires-là et donc je vais vous présenter deux thématiques. Effectivement, le télétravail sous plusieurs formes et aussi la semaine de 4 jours et les réflexions et la mise en place au Canada de ces nouvelles formes d'organisation du travail. Le Canada a comme particularité d'être un territoire continent qui, si on le superpose à la France, on partirait de la Bretagne, mais on arriverait au fin fond de la Russie. Donc évidemment, c'est un territoire gigantesque, chaque province étant en soi un petit pays à l'intérieur, hein. Et puis, nous avons la particularité d'être dans une situation de plein emploi. Enfin, disons que le taux de chômage n'est pas si élevé que ça, il est en baisse, hein. On avoisine les 5%, hein, sans doute au second semestre 2024, pour une population de 42 millions d'habitants qui augmente à peu près d'1 million, 1,4 million chaque année, pas forcément avec le taux de natalité, mais avec l'immigration. Voilà, donc si vous voulez, la volonté des employeurs, c'est de séduire pour faciliter le recrutement, mais aussi la rétention du personnel, parce que en fonction des emplois, il n'y a pas assez disons, de candidats pour un poste, hein, selon les emplois, et c'est le cas notamment pour les emplois télétravaillables. Donc, vous voyez, le télétravail, on va le voir sous trois formes différentes, à domicile, dans les tiers-lieux, et le télétravail nomade, qu'on peut nommer aussi dans les quart-lieux. On va revenir sur ces notions. Donc, le télétravail, comme vous le savez, puisque depuis la pandémie, ça s'est davantage propagé, c'est le fait de travailler à distance et d'accomplir une activité professionnelle hors de son lieu de travail habituel. Donc, les trois formes que je vais vous montrer, c'est le travail à domicile le plus répandu. Et donc, si vous voulez, on estime que, en sciences de gestion notamment, hein, on estime que le premier lieu, c'est son domicile. Le deuxième, c'est son emploi. Donc, ça peut être le bureau dans son entreprise. Et puis, le tiers-lieu, ça va être un troisième endroit où on va faire du télétravail, mais qui n'est pas à la maison. Ça peut être, par exemple, les espaces de coworking. C'est plutôt cet exemple-là que je vais vous montrer. Certains auteurs disent aussi que le coworking ne sont pas tout le temps à inclure dans les tiers-lieux, mais voilà, moi, je vais prendre l'exemple du coworking. Également, le télétravail nomade, nous le verrons, c'est le fait de travailler donc ni dans un premier lieu, ni dans un deuxième, ni dans un troisième. Donc, on appelle ça les quart-lieux. Voilà, une notion qui est surtout utilisée en France et en Europe. Au Canada, on appelle ça uniquement les nomades numériques. Voilà, donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc tout d'abord, le télétravail par le biais du travail à la maison. Avant la pandémie, au Canada, c'est peut-être une différence avec la France, c'est qu'il y avait déjà un fort potentiel du télétravail, puisqu'il y a un rapport de confiance très fort. Et la gestion à distance ne pose pas de problème aux managers. Donc, 90% du télétravail se faisait à domicile. Et puis, selon une enquête réalisée, vous voyez, à fin décembre 2019, sur 500 employés et employeurs qui avaient été sondés, 96% des organisations qui avaient une politique et une pratique de travail régulière avaient constaté que le travail à domicile ne portait ni atteinte à la productivité et même qu'une hausse de productivité pouvait en résulter. Donc, le télétravail était déjà présent, majoritairement informel et à domicile, et puis davantage chez les travailleurs indépendants, mais on le retrouvait dans le secteur privé ou dans les administrations publiques aussi. Puis est arrivée la pandémie, le télétravail forcé. Et donc, sur le premier mois de la situation pandémique, hein, donc mi-mars à mi-avril 2020, au Québec,
une étude a été réalisée et a démontré que ce télétravail forcé avait permis de réduire de 54 145 tonnes les émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut aux émissions de 5 700 Québécois sur une année. Donc, hélas, toutes les provinces au Canada n'ont pas fait les mêmes études au cours de cette période, mais on peut quand même imaginer que par analogie, le télétravail a apporté quand même un bienfait significatif pour l'environnement au cours de cette période et que l'environnement, semble-t-il, en a encore besoin de nos jours. Donc peut-être que ce serait une pratique à encourager. En tous les cas, le travail à domicile, il a contribué dans certaines provinces comme le Nouveau-Brunswick, comme les fameux territoires ruraux que je vous montrais sur la carte tout à l'heure, les territoires maritimes, mais qui sont particulièrement peu peuplés et considérés comme des régions rurales au Canada. Eh bien, le travail à domicile, notamment, a permis une augmentation significative de la population. Il y a eu un avant et un après pandémie à ce niveau-là. Et évidemment, ça se retrouve ailleurs dans le monde, hein, cette situation. C'est-à-dire que pour vous donner un exemple, le Nouveau-Brunswick avait la particularité, je l'appelle un peu la Creuse canadienne, hein, c'est-à-dire dans le sens où c'est un territoire vaste, composé de 70% de son territoire de forêt, longé donc effectivement par, alors là c'est une particularité que n'a pas la Creuse, d'être longé par l'océan Atlantique, et puis très peu peuplé, et avec une population vieillissante sur son territoire. Ce qui fait que entre 1991 et 2016, sur 25 années consécutives, la population du Nouveau-Brunswick n'avait augmenté au total, sur 25 ans, que de 17 783 habitants, soit une augmentation de 2,4%. Donc ça veut dire qu'en fait, on perdait des habitants en réalité. Et alors qu'en 2022, la population du Nouveau-Brunswick a augmenté de 21 663. Donc en une seule année, il y a eu une augmentation plus grande qu'en 25 ans. Et depuis 2023 et là en 2024, c'est également la même chose. La ville de Moncton où je vis, nous sommes passés de 50 000 habitants en 2018 à 80 000 cette année en 2024. Donc 30 000 habitants de plus sur une ville qui en fait maintenant 80 000, c'est une augmentation significative. Donc vous voyez, le télétravail a permis, en plus de l'immigration, hein, bien sûr, de faire venir finalement une nouvelle population. Et donc, lorsqu'on exerce un métier avec des tâches télétravaillables, il est en effet possible de travailler en tout lieu, en tout temps. Et ça peut offrir de belles opportunités à l'employeur comme aux employés. Mais le travail à domicile, et mes recherches confirment la littérature d'usage, a des risques, et notamment l'isolement, l'intensification du travail et une difficulté à concilier travail-famille quand le travail vient s'inviter à la maison. Ce qui fait qu'il y a une autre option qui se développe de plus en plus au Canada et encore plus dans les territoires maritimes ces dernières années, ce sont les tiers-lieux. Hein, souvenez-vous, la présentation que je vous ai faite à l'instant, travailler ni au bureau, ni à la maison, dans un troisième lieu, et notamment dans les espaces de coworking, parce que je vais prendre cet exemple-là. Les espaces de coworking, vous en avez déjà tous vu, j'imagine, hein, ces espaces de travail partagés. Il y a généralement des espaces ouverts hein, dans lesquels on peut travailler, dans lesquels il y a une cuisine, un salon, mais il y a également des bureaux fermés. Et puis, il y a généralement aussi des salles de visioconférence. On y partage la photocopieuse, le matériel informatique. Et donc, finalement, tout le monde y gagne parce qu'il y a un partage hein, des coûts. Et puis, généralement, ce sont des lieux destinés à stimuler la créativité, l'esprit d'initiative, le sentiment d'appartenance. Et donc, historiquement, c'est en 2005 que le premier espace de coworking s'est créé à San Francisco. Et donc plutôt dans la communauté, disons, du web. Hein, donc globalement, au début, c'était les nerds, c'était les geeks dans les grandes agglomérations, San Francisco, New York, Londres, Paris, où le phénomène s'est développé en premier. À Montréal, en 2007, le premier espace s'est développé aussi. Mais progressivement, ce phénomène a gagné les banlieues, les petites villes, les villes moyennes et même les zones rurales. Les utilisateurs
avant la pandémie, étaient majoritairement des travailleurs autonomes, mais depuis la pandémie, on voit arriver aussi de plus en plus de salariés de petites entreprises, mais également des fonctionnaires de la fonction publique canadienne ou des travailleurs nomades qui viennent les utiliser. Alors, en règle générale, évidemment, il faut un métier télétravaillable. Donc, ce sont des emplois en lien avec les nouvelles technologies, le numérique, l'écriture, la communication ou la création. Mais effectivement, depuis la pandémie, on voit que ce phénomène s'élargit davantage. Alors, travailler dans un espace de coworking, ça permet toujours de réduire les distances et le temps de trajet, parce qu'on va choisir un espace de coworking, par exemple, plus près de chez soi. Ça évite aussi l'isolement qu'on pourrait ressentir à la maison. Ça facilite les échanges, le partage. On peut même y rencontrer des personnes et donc y enrichir son réseau. Les espaces de coworking en ville peuvent apporter à ceux qui les fréquentent un meilleur confort et plus d'espace qu'à la maison. Donc, par exemple, dans des villes comme Toronto ou Vancouver, où les prix sont exorbitants, plutôt que de recevoir un client dans son appartement très petit et sur sa table de cuisine, on préférera louer un bureau dans un espace de coworking situé dans le quartier des affaires. Voilà. Donc, ça fait plus sérieux, plus professionnel. Les espaces de coworking en milieux ruraux, eux, la différence, c'est que dans les milieux ruraux, l'immobilier est moins cher. Donc, on peut avoir une maison dans laquelle on peut installer un bureau. Alors, la plus-value d'avoir des espaces de coworking dans les territoires ruraux, c'est le tisser du lien et puis, pour le territoire, le dynamiser ce territoire par l'implantation de l'espace. Et on va voir des exemples juste après. En tous les cas, dans les territoires maritimes dont je vous parlais, il y a un avant, un après pandémie dans ce phénomène. Alors, à prendre quand même avec une certaine mesure, c'est-à-dire que l'exode rural est quand même toujours d'actualité dans certains territoires canadiens. La population dans les campagnes augmente, mais relativement. Ça ne remet pas en cause l'accroissement démographique d'hyperagglomérations comme Montréal, Toronto, Vancouver ou plus près de chez moi, Halifax en Nouvelle-Écosse. Donc, mais malgré tout, il semble que le télétravail, sous la forme à domicile ou dans les tiers-lieux, entraîne une nouvelle perspective. Et le triomphe de la ville sur la campagne n'est plus nécessairement un acquis. Et vivre en ville est moins idéalisé même. La pandémie semble avoir un peu traumatisé les Canadiens. Et donc, certains ont souffert des confinements multiples dans leurs petits appartements de centre-ville et donc ont préféré les quitter pour s'installer dans des régions bien plus éloignées. Et les territoires maritimes, objet de mes recherches, sont réputés pour avoir un immobilier beaucoup moins cher. Et puis également un coût de la vie en général moins cher et puis de grands espaces, de grands volumes et une proximité à l'océan, à la forêt. Donc voilà, donc tout cela a été assez attractif. Et donc pour certaines personnes, le monde rural, mais surtout les petites villes et les villes moyennes deviennent plus attractives. Et oui, parce que dans les territoires maritimes, ce ne sont pas les villages coupés du monde qui ont le vent en poupe, ce sont les villes de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 habitants dans lesquelles les habitants des grandes agglomérations peuvent retrouver le même confort que ce qu'ils avaient en ville, mais tout en ayant également le monde rural à proximité, donc le meilleur des deux mondes. Donc ça profite aux petites villes et aux villes moyennes, pour lesquelles aussi le réseau Internet est meilleur. Donc, pour vous donner un exemple, parmi les territoires maritimes, je vous expliquais que j'étudiais également la partie du Québec qui longe l'océan Atlantique, et notamment on a l'archipel des îles de la Madeleine. Alors, l'archipel des îles de la Madeleine, c'est un archipel de 12 000 habitants à l'année, mais qui accueille 300 000 touristes l'été. Donc, c'était un territoire très touristique, mais dont l'activité économique est essentiellement tournée vers le tourisme en juillet, en août et la pêche. Voilà. Donc, si vous voulez, avant la pandémie, aux îles de la Madeleine, à part les Madelinots, donc à part les habitants d'origine, il n'y avait pas de nouveaux habitants qui venaient s'y installer et même les enfants quittaient les îles pour partir travailler sur le continent. Mais avec l'arrivée du télétravail et avec l'arrivée de la fibre optique sur l'archipel, on a vu arriver soit de nouveaux arrivants, soit des personnes qui avaient une maison de campagne
aux îles qui ont fait que cette maison de campagne est devenue leur résidence principale, soit les jeunes sont revenus au bercail après avoir quitté pendant quelques années le continent, enfin l'île, eh bien ils reviennent au bercail, ils reviennent près de leur famille parce qu'ils peuvent amener avec eux leur travail. Hein. Et donc, finalement, les îles de la Madeleine voient leur population augmenter quelque peu. Et puis également, l'espace de coworking Repère, qui est installé sur l'île, eh bien, bénéficiant de la fibre optique, voit non seulement plus de clients utiliser toute l'année eh bien, ces infrastructures, mais également des touristes l'été qui viennent consulter leurs emails. Et ces touristes sont prêts à payer une journée d'abonnement pour simplement se connecter le matin pendant une demi-heure. Ce qui fait que c'est très intéressant pour également le propriétaire de l'espace. Voilà. Donc, un peu plus près de chez moi en Nouvelle-Écosse, vous avez les villages de pêcheurs de Bridgewater et de Liverpool. 8800 habitants et 3000 habitants, donc vous voyez, pas des grands, on est vraiment pas dans le milieu urbain. Eh bien, leur territoire s'est redynamisé depuis la pandémie, puisqu'ils ont eu des nouveaux habitants provenant de Toronto, de Montréal, qui sont venus s'installer dans le village de façon eh bien, à pouvoir continuer à faire du télétravail. Donc, ils n'ont pas changé d'emploi. Ils ont toujours un employeur à Toronto, mais par contre, ils travaillent en Nouvelle-Écosse, soit à la maison, soit dans les espaces de coworking. Et justement, on a les deux espaces de coworking de Bridgewater et de Liverpool qui appartiennent au même propriétaire. Hein, ça s'appelle Work Evolved. Eh bien, qui se revendiquent même d'être une communauté rurale connectée et d'être des espaces de coworking ruraux. Donc, vous voyez, il joue sur ce côté. La ruralité peut être moderne. La ruralité, c'est le futur. Voilà. Et donc, troisième forme qu'on retrouve dans les territoires maritimes également que je développe, hein, puisque nous sommes dans des territoires touristiques, le nomadisme numérique y est présent. Alors, le nomadisme numérique, je pense que vous en avez déjà tous fait. Hein. C'est le fait de travailler dans un café, dans une chambre d'hôtel, à la gare, dans un train, à l'aéroport, ou alors en pleine nature. Je vais vous montrer cet exemple-là tout à l'heure, hein, ce qu'on appelle le bureau vert ou le green desking. Et donc, un nombre croissant de travailleurs du savoir deviennent géo-indépendants. Et ces nomades numériques, ils ont décidé d'adopter un mode de vie sans contrainte géographique. C'est-à-dire que le télétravail déjà redéfinissait les lieux et le temps de travail. Maintenant, il peut même redéfinir le territoire dans lequel on va s'implanter. Donc, on peut travailler dans le monde à ce moment-là, dès lors qu'on a un ordinateur et une connexion. Et donc, c'est effectivement ce que l'on nomme dans la littérature française les quart-lieux. L'écart-lieu n'est pas un terme retenu dans le Canada. On va parler de nomades numériques. Mais en France aussi, on parle de nomades numériques. Hein. Et donc, les quart-lieux sont ces fameux quatrièmes lieux dont je vous parlais tout à l'heure, qui peuvent permettre à ces télétravailleurs eh bien, de pouvoir travailler n'importe où. Donc, et même dans certains pays se développent même à la fois des lieux dans lesquels on peut travailler, mais dans lesquels aussi on peut loger. C'est ce qu'on appelle les espaces de co-living. Et donc, les espaces de co-living, il y en a dans les villes, mais il y en a également dans les milieux ruraux et dans les milieux touristiques. Notamment, on le voit à l'image, il y en a un à Bali dans la région de Ubud, la région de Ubud qui est donc notamment réputée pour ses rizières. Donc, vous voyez, il y a des utilisateurs de ces espaces de co-living qui font ça à l'année. Donc, on ne peut pas rester un an dans un espace de co-living parce que le but, c'est de ne pas être en location déguisée. Donc, les co-living acceptent 1 mois, 2 mois, 3 mois généralement eh bien, les habitants. Mais on a, depuis la pandémie, tout un ensemble d'utilisateurs, généralement des personnes de moins de 30 ans, qui passent leur année eh bien, à vivre 3 mois en Espagne, 3 mois au Maroc, 3 mois à Bali. Ils travaillent, mais simplement, ils n'ont pas de lieu fixe, ils n'ont pas de domicile fixe,
mais ils ont cette volonté simplement de parcourir le monde, d'enrichir leur vie autant que leur pratique professionnelle. Et donc, ce télétravail nomade semble jouer à l'échelle des territoires un catalyseur des activités économiques et permet finalement de stimuler, d'accentuer les dynamiques territoriales dans les régions rurales. Et les territoires maritimes que j'étudie depuis 2022, ils ont bien compris que c'était également dans l'intérêt de l'économie locale de l'encourager. Ce qui fait que dans les territoires maritimes, on développe beaucoup le green desking, c'est-à-dire la possibilité, alors il y a des façons fun et moins fun de le faire, c'est-à-dire que on peut travailler à la maison avec une plante verte ou sur son balcon, on fait déjà du bureau vert. Mais la version plus hype, finalement, c'est de pouvoir le faire dans un parc, de pouvoir le faire en pleine forêt, de pouvoir le faire avec vue sur le front de mer. Donc, le but, c'est d'améliorer le bien-être des employés. Et il y a des employeurs au Canada qui l'offrent à leurs employés plusieurs semaines par an, cette possibilité de ne plus travailler dans les bureaux, mais d'aller travailler en forêt, en pleine nature. Et donc, le but toujours, c'est améliorer le bien-être et se démarquer en tant qu'employeur dans un contexte, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de pénurie de main-d'œuvre, dans un contexte très concurrentiel. Et donc, ça permet de créer un lieu de travail finalement harmonieux et apaisant. Et il y a des études de l'Université de l'Oregon qui, depuis 2011, démontrent que les bienfaits de l'éclairage naturel et de la proximité avec la nature jouent favorablement aussi bien sur la santé mentale, sur la concentration que sur l'implication, la fidélisation et donc incidemment la rétention du personnel. Alors, dans certains milieux ruraux, notamment pas loin de chez moi, on retrouve des stations connectées dans des parcs, dans les petites villes et les villes moyennes, mais aussi des salles de réunion et de travail en plein air. À St. Andrews, notamment, qui est une ville de moins de 2000 habitants, mais au bord de l'eau. Lunenburg, qui est classé au patrimoine de l'UNESCO, qui fait moins de 2500 habitants, mais qui est un village magnifique, joue sur cela en disant « Venez chez nous, venez travailler avec la vue sur le front de mer ». Et donc, dans certains milieux ruraux, on va même retrouver des cabanes ergonomiques équipées de Wi-Fi en forêt. Donc, on a même des forêts connectées maintenant qui se développent. Et nous avons également des cabines mobiles qui sont à louer. Donc, l'employeur peut louer des cabines mobiles et les implanter dans un territoire en pleine nature, dès lors qu'il y a une connexion Internet, bien sûr, suffisante. Mais le territoire est de plus en plus digitalisé. Donc, il y a de plus en plus d'endroits où on peut capter à la fois le téléphone, mais aussi Internet. Et donc, les espaces avant-gardistes que j'ai recensés dans ces territoires maritimes, ce sont l'île Havre-Maison aux îles de la Madeleine, Percé et Gaspé en Gaspésie au Québec également, mais aussi Lunenburg, Mahone Bay et Bedford en Nouvelle-Écosse, Charlottetown à l'île du Prince-Édouard et St. Andrews by the Sea au Nouveau-Brunswick. Donc, ces municipalités mettent de plus en plus en avant cette possibilité de venez chez nous, venez vivre chez nous à l'année, ne vous contentez pas de venir uniquement l'été pendant 2 semaines, venez télétravailler chez nous à l'année, au bord de l'eau, sur le front de mer, en plein air, profitez des bienfaits de la nature. Et donc, ce coworking rural, mais aussi le green desking, le bureau vert, va faciliter la possibilité aussi de mêler travail et vacances. Ce que l'on appelle le workation, donc la contraction de work et vacation, ou les tracances dans la version française. Alors, le but, c'est de travailler dans un lieu de villégiature et organiser ses journées entre des moments de travail et de vacances. Alors, certains employeurs vont même jusqu'à autoriser leurs employés, notamment au Canada, mais dans les territoires maritimes aussi, objet de mes recherches, à séjourner dans leur lieu de vacances quelques jours de plus. C'est-à-dire, au Canada, nous avons la particularité de n'avoir que 2 semaines de congés légaux par an. Après, c'est vrai que les employeurs peuvent en offrir plus, mais la durée légale, le minimum de congés légaux, chez nous, c'est 10 jours ouvrables, donc ça fait 2 semaines. Mais l'employeur peut offrir une 3e semaine en disant tu restes en vacances non pas 2 semaines, mais 3 semaines. Par contre, pendant 1 semaine, tu fais du télétravail,
tu fais finalement du workation. Et donc, c'est avantageux parce que les employés peuvent rester avec leur famille une semaine de plus en vacances. Et puis, de fait, pour le territoire, au lieu que le touriste et sa famille ne consomment que pendant 2 semaines, ils vont consommer pendant 3 semaines ou un mois. Donc, vous voyez, tout le monde y gagne. Et donc, autre phénomène, avant de finir, voilà, il me reste à peu près 10 minutes, la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, c'est également un phénomène qui prend de l'ampleur au Canada. Donc, et ça part de constats. Il y a des études d'une de mes collègues, Karen Foster, qui est à l'université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. C'est une personne qui estime, voilà, qu'une personne n'est pas productive 8 heures par jour. Et donc, les études qu'elle mène, mais elle n'est pas la seule à mener, hein, tendent à démontrer que le niveau de concentration d'une personne ne dépasse pas plus de 4 ou 5 heures par jour. Donc, finalement, à quoi bon travailler plus longtemps? Donc, on a de nombreuses disparités dans les heures de travail. Au Canada, on peut avoir des personnes qui sont en surcharge de travail, qui travaillent trop, puis d'autres qui ne travaillent pas. Alors, le but, finalement, c'est de répartir les heures de travail de manière juste et équitable entre tous. Et puis, finalement, la semaine de 4 jours, c'est pas travailler moins, c'est travailler mieux. Et donc, ça existe depuis les années 90 en Europe et ça tend à se développer depuis 2010 en Amérique du Nord. La semaine de 4 jours, elle peut prendre plusieurs formes. On peut regrouper son volume horaire hebdomadaire habituel en 4 jours. Donc, si vous êtes aux 40 heures, l'employeur peut dire vous faites vos 40 heures en 4 jours. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de modification, si vous voulez, ni de la charge de travail, ni de réduction de salaire. C'est juste que les horaires sont plus comprimés dans une semaine. Mais on peut aussi, de manière modulable, réduire le nombre d'heures. C'est-à-dire, au lieu de faire 40 heures, en faire 37, en faire 38h30, faire 35 heures, 32 heures. Donc, vous voyez, et cette option, bien sûr, nécessite une nouvelle organisation du travail et aussi une charge de travail différente. On ne pourra pas demander à un employé de faire en 32 heures ce qu'il faisait en 40. Donc, dans ce cas, l'employé peut accepter une réduction de salaire. Dans certains pays, on l'a négocié comme ça, ou continuer à percevoir la totalité ou la quasi-totalité de la rémunération. Voilà, donc tout cela est modulable. Donc, dans les cas que j'étudie également, certains employeurs ont opté pour une alternance entre en semaine A, on va faire une semaine de 4 jours, puis la semaine suivante, on refait 5 jours, et la semaine d'après, on refait 4 jours, et la semaine suivante, on refait 5 jours, vous voyez, en alternance. Et puis, les 4 jours peuvent être les mêmes jours pour tous les employés, donc par exemple du lundi au jeudi, mais il y a certains employeurs qui ont décidé de faire pour certains du lundi au jeudi, pour d'autres du mardi au vendredi. Ce qui fait que chacun a 3 jours consécutifs de repos par semaine, parce que c'est ça le but. Mais par contre, pour l'entreprise ou l'administration, on peut toujours accueillir du public du lundi au vendredi. Donc, vous voyez, et les bienfaits écologiques, à l'instar du télétravail, sont également présents. Puisque quand on réalise la semaine de 4 jours, forcément, au lieu de venir 5 jours au travail, on vient 4 jours. Donc, il y a une journée par semaine où on n'est pas obligé d'utiliser son véhicule. Donc, ça réduit les émissions de gaz à effet de serre. Ça baisse aussi le montant de la facture d'électricité des employeurs s'il y a moins ou pas de salariés dans les bureaux certains jours. Ça diminue l'empreinte carbone en réduisant les déplacements. Ça réduit aussi le nombre de véhicules présents dans les heures de pointe certains jours de la semaine. Donc là aussi, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, c'est bénéfique. Et puis, certaines études montrent même que le fait de rester à la maison fait qu'on ne commande pas de repas le midi. Et donc, il y a aussi moins de gaspillage de plastique dans l'emballage, notamment des livraisons de repas. Donc, vous voyez, il y a plein d'éléments qui montrent qu'écologiquement, c'est favorable. Au Royaume-Uni, un rapport paru en mai 2021 qui s'appelle Stop the Clock, eh bien, a mis en avant que si la semaine de 4 jours était mise en place dans l'ensemble du territoire du Royaume-Uni, alors ce serait 21,3% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça équivaut à 127 millions de tonnes de CO2 par an. Alors,
Imaginons si on le pratiquait à l'échelle mondiale. En tous les cas, vous voyez, les avantages, c'est que la semaine de 4 jours, elle peut être offerte à une plus grande diversité d'emplois que le télétravail. Et oui, parce que le télétravail, il faut avoir un emploi télétravaillable. Et généralement, les emplois télétravaillables sont déjà des emplois un peu plus qualifiés et donc généralement un peu mieux payés avec de meilleures organisations, avec de meilleures conditions de travail. Donc, la semaine de 4 jours, on peut l'offrir à tout le monde. Donc, c'est plus équitable, c'est plus égalitaire aussi. La formule qui peut s'offrir aux employés, c'est effectivement 3 jours de repos par semaine au lieu de 2, avec une meilleure possibilité de concilier travail-famille. Et donc, ce type d'horaire peut aussi devenir bien, un facteur d'attraction et de rétention du personnel. Et ça peut être bénéfique chez les jeunes parents, les personnes proches aidantes ou même les employés plus âgés qui pourraient avoir envie de réduire progressivement le rythme de travail avant de prendre leur retraite. Donc, finalement, ça atteint toutes les générations et ça correspond aussi aux attentes de la nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi et qui ne veut plus transiger de la même façon entre leur vie privée et leur travail. Donc, pour les employeurs, ça offre des employés mieux reposés, plus de motivation, une meilleure rétention, plus de candidatures au moment des recrutements, une amélioration du rendement, et puis aussi être plus compétitif et avoir une image plus positive. Également, selon la formule retenue, la semaine de 4 jours, bien sûr, dans les études que je réalise, on voit qu'elle peut être contre-productive, notamment si on choisit 40 heures en 4 jours. 40 heures en 4 jours, 10 heures par jour, 4 jours consécutifs, ça peut entraîner des risques de fatigue intensifiée et finalement, les employés auraient moins de bénéfices à se reposer les 3 jours suivants. Ça occasionnerait plus de stress. Si les heures hebdomadaires sont réduites, mais qu'il y a une perte de salaire, en ce moment, avec les prix qui augmentent et le pouvoir d'achat qui baisse, certains employés ne pourraient pas. Et donc, pour les gestionnaires, organiser le travail de 5 jours en 4, donc le manager, pour lui, c'est compliqué. Si les 4 jours ne sont pas les mêmes pour tous, alors là, le planning devient encore plus complexe. Donc, ça peut entraîner chez lui, au contraire, une surcharge de travail et de responsabilité. Si le manager bénéficie lui-même de la semaine de 4 jours, alors on lui demande en moins de temps de faire plus. Donc, effectivement, ça peut être compliqué. Pour les employeurs, ça peut entraîner aussi, si on gère mal la mise en place de la semaine de 4 jours, des risques de démotivation, de démission et d'arrêt de travail, donc l'inverse de ce qu'on recherche. Donc, mais pourtant, quand elle est bien menée, quand elle est bien réfléchie, quand on fait des tests avant de la généraliser, il y a des exemples au Canada, mais on en trouve partout dans le monde désormais, d'entreprises, quelle que soit leur taille, que ce soit le secteur privé ou le secteur public, on retrouve bien des beaux succès. En Ontario, au Canada, donc on a l'entreprise Sinclair et McCoy, où en Ontario également la municipalité de Rivière-des-Français, qui pratiquent la semaine de 4 jours et qui ont dénoté donc moins d'anxiété, de stress et un meilleur rendement des employés. Donc les employés font plus qu'avant. Donc, ils font plus en 4 jours qu'en 5. L'Université Saint-Paul à Ottawa avait cette difficulté d'être à proximité de l'Université d'Ottawa. Plus grande, plus de ressources, une plus grande capacité à rémunérer ses employés. Donc, l'Université de Saint-Paul avait du mal à recruter, mais aussi à retenir son personnel. Elle a offert la semaine de 4 jours. Ils étaient aux 35 heures par semaine. Ils ont décidé de passer à 28 heures par semaine en 4 jours. 7 heures de travail par jour du lundi au jeudi, 3 jours de repos avec le même salaire. 28 heures payées 35 heures. Mais en fait, l'Université Saint-Paul, maintenant, n'a plus de problème à recruter, n'a plus de problème de rétention. En Nouvelle-Écosse, on a un projet pilote, c'est dans la municipalité de Guysborough, qui a commencé pendant la pandémie à offrir cette semaine de 4 jours. Et eux aussi ont dénoté depuis 4 ans des améliorations positives, tant sur le rendement que sur le bien-être des employés. Au Nouveau-Brunswick, là où je vis, on a aussi l'entreprise Patisson à Edmundston, frontière avec le Québec, qui, elle, a décidé de recourir aux 40 heures en 4 jours et elle a pu, ça a créé 20 nouveaux emplois.
Donc, c'est une entreprise de 120 employés. Grâce à la semaine de 4 jours, elle a pu créer 20 nouveaux emplois et passer maintenant à 140 employés. Et on retrouve d'autres exemples hein, qui, à chaque fois, disent la même chose, bien-être, bonne santé mentale et puis bonne productivité. Donc, vous voyez, les différentes pratiques de travail à distance, à domicile, coworking ou nomadisme, offre de nouvelles perspectives pour les territoires ruraux qui les encouragent, et même pour certains territoires ruraux du Canada atlantique et de Gaspésie et des îles de la Madeleine, qui sont touchés par le vieillissement de la population ou qui souhaitent la relance de leur dynamisme. Évidemment, c'est très intéressant. Il s'agit là donc de modalités d'organisation qui méritent une attention particulière parce que ça peut entraîner l'arrivée aussi de nouveaux habitants, le maintien de l'activité professionnelle sur ces territoires qui jusqu'alors perdaient un peu de leur population. Et donc, ces nouveaux arrivants peuvent alors consommer sur place, participer au paiement des taxes locales, voire également créer de l'emploi ou des opportunités d'affaires pour les habitants d'origine. Donc, le télétravail peut être un premier pas vers une avancée plus profonde en matière d'organisation du travail, mais aussi de protection de l'environnement et de revitalisation de certains territoires ruraux. Le télétravail peut aussi offrir une opportunité de rééquilibrage économique et démographique entre zones urbaines et zones rurales, vous voyez, pour éviter qu'il y ait une forme de cannibalisation, de vampirisation de l'activité économique, parce que au Québec, par exemple, Montréal, finalement, grignotait toute l'activité économique tout autour d'elle au détriment des villes avoisinantes. Donc, le télétravail peut répartir un juste équilibre. Et donc, et la semaine de 4 jours, quant à elle, ben, ça permet aussi de réduire les insatisfactions, de créer de l'emploi, de relancer l'économie, contribuer à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduire une partie aussi des frustrations et des inégalités. Parce que deux des enjeux essentiels actuellement semblent être la protection de l'environnement et la justice sociale. Ben, ces différentes formes d'organisation au Canada semblent y participer. Voilà. Merci. Merci à toi, Arnaud, pour cette double présentation extrêmement riche. Je vais proposer à nos participants de s'autoriser à poser des questions à travers le chat en particulier, et je les relayerai près de toi. Alors, Monsieur Bobeuf, je vous laisse noter votre question par écrit. Je vois que vous leviez la main. Oui, je vous laisse noter les questions. Nous pouvons les lire, mais nous ne pourrons pas les entendre. Donc, il va falloir que vous puissiez passer à l'écrit. En attendant que les questions se formulent dans le chat, Arnaud, je vais me permettre de te remercier pour ces apports. En particulier, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans tes apports, que ce soit sur la déspatialisation des relations d'emploi ou sur la semaine compressée en 4 jours, c'est d'avoir fait le lien avec les enjeux de responsabilité sociale et environnementale des employeurs. Et c'est vrai que effectivement, on voit qu'on a un nouveau modèle qui se dessine là, qui n'est pas un modèle de greenwashing qui servirait l'employeur dans une logique de marketing, de marque employeur, mais vraiment la recherche de conciliation entre les sphères de la vie professionnelle et les sphères de la vie privée. Et je trouve que c'était très intéressant ton focus notamment sur le lien avec la régénération des zones rurales. Juste une petite question peut-être par rapport aux apports massifs de nouveaux habitants. Comme tu l'as évoqué, tu ne nous as pas dit quelle était la quantité de temps télétravaillé. On peut imaginer que c'est du télétravail majoritaire, voire total, si les personnes ont une migration géographique. Parce qu'en France, tu vois, on a plutôt des modèles de télétravail de 3 jours maximum. Donc, ça n'appelle pas les mêmes réorganisations des implantations de lieux de vie, souvent. Et en plus, on a quand même un phénomène de restriction progressivement du périmètre des jours télétravaillés. Donc, est-ce que toi, tu peux repréciser ces aspects-là, la quotité, et s'il y a des contre-signaux depuis quelques mois, un peu dans la logique de ce qu'est en train de faire Amazon? Oui, merci pour la question. Bien en fait,
pour les réfugiés pandémiques, hein, donc pour celles et ceux qui ont quitté les très grandes villes pour venir s'installer dans les maritimes, vu la grandeur du territoire, et effectivement, on ne pourrait pas faire des allers-retours 2, 3 jours par semaine, donc ce ne serait pas réalisable. Donc, pour ces cas-là, on est sur du 100% en télétravail, mais lorsqu'il y a une réunion importante, par exemple, on pourrait demander une fois par mois à l'employé de venir une journée pour assister à cette réunion spécifique. Mais en règle générale, on est là sur des emplois à 100% en télétravail. Dans le secteur fédéral, la question s'est posée puisque finalement, l'emploi public et les employeurs publics sont situés entre deux systèmes. C'est-à-dire, ils ont bien compris que ça avait diminué le prix du locatif en réduisant aussi les bureaux et donc la taille des bureaux, hein, puisque si on a 80% de ses employés en télétravail plusieurs jours par semaine, on n'a plus besoin d'accueillir 3000 fonctionnaires, donc on n'a plus besoin d'avoir 3000 bureaux, on va avoir de quoi accueillir 300 ou 500 personnes. Donc, sur le plan économique, ils ont bien compris depuis la pandémie que ça a apporté beaucoup d'argent finalement supplémentaire de ne plus louer des locaux aussi grands. Donc, ils ont gardé cette dynamique économique-là, mais d'un autre côté, dans certains services publics, il faut faire de l'accueil au public, il faut avoir du présentiel. Donc, dans ces cas-là, pour le moment, la fonction publique fédérale est à 2 jours de présentiel, 3 jours à la maison. Très récemment, en septembre dernier, elle voulait passer à 3 jours en présentiel, 2 jours en télétravail, mais il y a eu des grèves et les syndicats s'y sont opposés. Donc, ce qui est assez intéressant parce qu'en 2019, le télétravail n'avait pas bonne presse auprès des syndicats en faveur des employés. Et puis, 5 ans plus tard, on fait la grève pour continuer. Donc, ça montre que l'expérience est bonne. Mais alors, soit on est à 100% de télétravail, soit on est à 3 jours maison, 2 jours au bureau, mais on est dans un nombre de jours au bureau inférieur à ce qu'on passe à la maison. Voilà. Le prolongement sur le télétravail, et je relais aussi la question de Véronique, mais j'allais dans ce sens aussi. On a un modèle qui s'est développé en GRH en France, là, le modèle Slack d'abord de Châtillon et Richard, qui dit que l'engagement au travail repose sur le sens, le lien, la qualité des liens avec avec ses collègues et ses supérieurs, l'activité et le confort. Finalement, dans ce que tu nous dis, c'est qu'aujourd'hui, quand même, le confort, en particulier avec les quarts-lieux de travail, etc., a pris le pas sur les autres dimensions. C'est comme ça qu'ils finissent par discréditer un peu les intentions de rester et les choix de leurs employeurs par la question du confort simplement. Parce que longtemps, on a considéré en psychologie du travail ou en GRH que c'était une dimension très facultative en fait. Il y a un changement du rapport au travail. Euh, le but, notamment au Canada, quand on travaille, c'est de se réaliser en tant qu'individu. Donc, il y a une forme de prise de conscience individuelle. Quel travail je veux faire pour qu'il soit en adéquation avec qui je suis en tant qu'individu, en tant que citoyen. Et puis, il y a un phénomène qu'on a vu arriver en France, mais d'une manière moins importante qu'en Amérique du Nord, c'était le Big Quit, hein, la grande démission. Hein, c'est-à-dire, il y a eu vraiment des employés qui n'ont pas hésité même à mettre en scène sur les réseaux sociaux type TikTok le hashtag I quit my job, hein, qui allaient démissionner avec fracas comme ça à la porte de leur employeur. Et comme on est en pénurie de main-d'œuvre, les employés peuvent parfaitement le faire. Selon les emplois qu'on occupe, on peut parfaitement aller voir ailleurs, aller changer d'emploi. Puis la population en Amérique du Nord est une population très mobile, c'est-à-dire on peut faire 600, 1000 kilomètres pour changer de vie, ce n'est pas un problème. Donc la vision des distances, elle n'est pas non plus identique. L'attachement à sa maison, à son domicile non plus. Voilà, un Canadien va acheter une maison
à telle partie de sa vie parce que ce sera idéal quand on a des enfants. Puis quand les enfants seront partis, on achètera une maison différente, plus pratique pour un couple de 60 ans ou de 70 ans. Donc finalement, c'est une population qui peut changer de domicile, de territoire sans aucun souci. Donc l'essentiel, c'est se réaliser en tant que soi. On voit aussi même dans les formations que choisissent les employés, c'est aussi beaucoup des formations qui vont leur apporter un développement personnel. Donc oui, il y a vraiment ce rapport qui est très différent. Du coup, comment finalement, dans une relation qui s'est beaucoup individualisée avec son employeur et indirectement avec son emploi, finalement, quels sont les éléments qui font soutien dans les collectifs de travail si le collectif en lui-même n'est plus un enjeu? Ben, en fait, le collectif continue à se faire, mais à condition que ça n'empiète pas sur les reconnaissances individuelles. Donc, dans la relation de travail, si on veut eh bien, retenir ses employés, il faut toujours trouver de la reconnaissance individuelle et une vision collective. En fait, il faut toujours essayer de trouver ce juste équilibre dans les rapports. Mais ce qui compte d'abord, c'est sa réalisation individuelle. Et d'ailleurs, on le comprend parfaitement, hein, c'est-à-dire que euh, l'employeur comprend que son employé lui est fidèle dès lors qu'il lui apporte eh bien une réalisation personnelle. Et on fait rarement la même carrière au même endroit, y compris dans le milieu universitaire. Ça peut se trouver aussi au Canada, et personne ne trouve que la personne a du mal à se positionner quelque part. On va dire à la personne, elle a bougeotte, elle est incapable de se stabiliser professionnellement. Ici, c'est pas le cas du tout. À 50 ans, on peut reprendre ses études. À 60 ans, on peut changer de carrière. Il y a une ouverture, une flexibilité. Dans le milieu universitaire, on retrouve autant des étudiants de 20 ans que des personnes de 40, 50 ans et tout le monde évolue ensemble. Donc vraiment, il y a une flexibilité, une ouverture et un seul parcours de vie, une seule vision linéaire, ça n'existe pas en fait. Donc, et ça, l'employeur l'a bien ancré dans ses pratiques. Je dirais que ce sont des tendances que l'on retrouve aussi pour les personnels qui travaillent dans le secteur de la santé, parce que ça peut être un peu déstabilisant pour les organisations qui sont sous pression que d'avoir un grand turnover de leurs collaborateurs. C'est ça, tout à fait, hein. Après, c'est vrai que, encore une fois, on n'est peut-être pas dans les mêmes conditions. Le territoire est tellement gigantesque. Le gouvernement fédéral voudrait que, à l'heure actuelle, on accueille en moyenne 500 000 immigrants par an, mais à partir de l'année prochaine, on veut en accueillir 1 million par an. Donc, on veut doubler cet accueil. Donc, le pays est très peu peuplé. Enfin, c'est souvent le sud, en fait, hein, du Canada qui est très habité, mais il reste encore beaucoup du territoire qui n'est pas exploité, qui n'est pas habité. Et donc, l'augmentation de la population, c'est bénéfique, l'immigration, c'est bénéfique. Et donc, pour ça, il faut séduire. Donc, on est vraiment dans un rapport où l'employeur n'a pas forcément la main mise sur l'employé, hein. Il y a un rapport qui est beaucoup plus équilibré, voire même dans certains secteurs, qui joue Voilà. plus à la faveur des employés. J'ai une question de Jean sur le chat qui demande si le télétravail est expérimenté dans les établissements de santé aussi. Oui, alors, mais plutôt bien sûr pour le personnel technique et administratif, hein. Après, bah, les horaires de travail comprimés, compressés dans le secteur infirmier, infirmière, on le retrouve aussi, mais pour permettre aussi ces temps de repos nécessaires, hein, pour des tâches médicales comme celles qui peuvent être faites par le personnel médical. Mais le télétravail en soi, c'est plus eh bien, les emplois qui le peuvent. Sur le travail compressé pour les soignants, est-ce que tu sais si ça a donné lieu à la recherche de contrats complémentaires de type remplacement sur le troisième jour libéré? Oui, on a recours. Alors, à nous aussi, il y a
au niveau, j'imagine comme en France, mais on est en pénurie de main-d'œuvre totale hein, en matière de personnel infirmier, de personnel médical en général. On manque de médecins, on manque d'infirmiers, on manque d'infirmières. Et d'une manière générale au Canada. Puis après, il y a des territoires où on va retrouver beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers, puis il y a des territoires où on n'en a pas du tout. Donc déjà, il y a un manque global, puis après, il y a des territoires plus riches et plus pauvres. Euh, donc oui, effectivement, les horaires de ce type, on essaye. En fait, l'autre problème pour ces horaires, c'est que on fait des contrats de remplacement, mais on fait maintenant appel aussi aux retraités. Donc infirmiers, infirmières retraités qui viennent faire quelques heures par semaine dans les hôpitaux parce que les pensions de retraite sont faibles eh bien, au Canada. Et donc, si le retraité veut avoir un meilleur niveau de vie et avec le coût de la vie actuel, il peut en avoir besoin, il peut venir travailler un jour ou deux par semaine dans l'hôpital. Et donc, on va jouer sur ce personnel retraité qui va venir compenser durant ces journées les remplacements. Puis après, il y a aussi des injustices, c'est qu'on va faire appel à ce qu'on appelle les infirmières auxiliaires, les infirmiers auxiliaires, à qui parfois ces jours-là, on va confier des responsabilités que normalement on ne devrait pas leur confier parce qu'elles n'ont pas normalement la formation pour le faire. Mais ces jours-là, on va leur demander de faire des actes que normalement seul un infirmier et une infirmière agrémentée peut faire. Donc il y a une pression sur ce personnel qui normalement ne devrait pas le faire. Et puis une pression aussi sur l'immigration parce que on a des médecins qui viennent d'Afrique ou d'Haïti, mais à qui on ne permet pas d'exercer la médecine, et donc ils deviennent infirmiers, infirmières à leur arrivée. Donc on a effectivement, puis on a aussi ce défi, c'est que finalement le Canada organise un pillage de l'Afrique et d'Haïti. Hein, parce qu'on va se servir dans les pays où on en a, où en plus ils ont besoin de médecins eux aussi. On va se servir chez nous, enfin on va se servir chez eux pour assurer notre bien-être. Et finalement, ce pillage, il est mondial. Hein. Je veux dire, la Suisse prend les infirmières françaises, la France prend les infirmières du Liban, et le Canada prend les infirmières d'Afrique, d'Haïti et d'ailleurs. Donc, il y a le monde occidental qui fait aussi un pillage organisé des ressources médicales dans ces domaines. Ok. Pour vous, ouais, c'est quelque chose qui se poursuit. En fait, les effets vertueux que l'on a aujourd'hui sur ces pratiques-là sont pas en parallèle d'une amélioration significative de l'ensemble des pratiques de GRH. En fait, ce sont des pratiques qui sont un peu une vitrine d'une meilleure conciliation des enjeux, mais finalement qui se font en parallèle d'autres enjeux qui continuent à être problématiques pour la communauté. C'est ça, le Canada va devoir travailler sur ce grand déséquilibre. Si on a un emploi bien payé avec d'excellentes conditions de travail, on peut continuer à bénéficier encore davantage d'amélioration dans ses conditions de travail et dans sa rémunération. Alors que si on est dans un emploi dit pénible, mais néanmoins apparu essentiel en 2020-2021, eh bien, on a très peu de possibilités de trouver vraiment d'amélioration notable. Donc, il y a un gros déséquilibre. Il y a finalement, les mieux lotis peuvent encore l'être davantage, mais ceux qui mériteraient d'avoir des améliorations ne les ont pas nécessairement. Donc, effectivement, la vitrine est belle, mais l'arrière-boutique mériterait d'être organisée différemment. Merci. Nous allons peut-être laisser le mot de la fin à Madame Olitro. Merci beaucoup. Ben, c'était vraiment passionnant. Je crois qu'il y avait d'ailleurs beaucoup de questions dans le chat et on pourra peut-être les garder en mémoire si certaines n'ont pas pu être exprimées et pourquoi pas pouvoir répondre. Arnaud pourra peut-être répondre par mail ou il suffit de nous expliquer quel est votre mail et on pourra peut-être faire le go-between comme on dit parfois. En tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui laisse pas, je dirais,
qui laisse pas tout spectateur ou auditeur comment dire, de manière neutre, puisque il y a eu la question du télétravail, il y a la question aussi en ce moment des arrêts de travail. Enfin bref, nous en France en ce moment, il y a beaucoup de questionnements qui sont ceux du monde du travail qui apparaissent et qui apparaissent autant dans les questions de services publics que des questions d'attractivité des nouvelles modalités de travail. Donc vraiment, c'était passionnant et je pense que ça va nous permettre de réfléchir à nos propres thématiques. Alors, la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, c'est le 19 novembre, pardon, le 19 novembre, nous allons entendre Guillaume Chevance. Alors, c'est aussi un questionnement très contemporain, mais beaucoup plus articulé aux questions de changement climatique et de santé. Guillaume Chevance, je le présente en deux mots. C'est un enseignant-chercheur qui vient d'être recruté à l'EHESP sur une chaire intitulée Santé mondiale. Donc c'est aussi une manière, voilà, d'introduire ses travaux au niveau de l'EHESP, y compris auprès de ses collègues et futurs collègues. C'est aussi une manière de réfléchir aux mobilités, à l'alimentation, au sommeil. Donc, vous voyez aussi des questionnements qui s'articulent un peu aussi au travail. Donc, on va rester finalement sur une thématique commune. Donc, merci à tout le monde. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on va tous retourner, non pas au travail, mais à nos activités. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.